Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 août et pour ouvrir le journal nous allons parler du match amical du Paris Saint-Germain contre Majorque, une défaite 3-0, une défaite qui amène des sentiments évidemment pas positifs chez les supporters parisiens parce que c'est jamais agréable à regarder, mais si vous êtes abonné de longue date, vous connaissez mon avis sur les matchs amicaux et vous savez que je risque de pas être alarmiste du tout. On parlera de la communication assez particulière de Vinicius Junior, de l'avenir de Mbaye, même si je sais pas si on dit Mbaye ou Mbaye, vu que c'est pas M apostrophe, c'est censé être Mbaye et pas Mbaye, mais tout le monde dit Mbaye, donc par habitude je vais dire Mbaye et je m'en excuse d'avance si c'est incorrect, mais en tout cas, l'avenir d'Mbaye s'écrira peut-être du côté de Liverpool. On ira du côté du rival marseillais pour pas rester du côté du PSG et il y aura la question de l'équipementier qui sera sur la table et c'est assez intéressant de voir que c'est une bonne nouvelle au milieu de ce qui est actuellement en train de tomber du côté de Marseille et qui n'est pas forcément positif. Je vous ai beaucoup parlé au cours de ces derniers jours des contraintes financières liées aux recrues et enfin on clôturera le journal avec l'avenir de Vlahovic. Alors il n'y a pas d'actualité particulière mais justement c'est ça qui rend le dossier intéressant. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Le PSG s'est complètement fait corriger par Majorque, un club de D2 espagnol, un 3-0 qui fait mal et c'est sûr que ça ne fait pas plaisir quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, mais pour autant est-ce qu'il faut s'affoler? Bien sûr que non. Moi mon avis c'est que les matchs de préparation sont diffusés pour des raisons commerciales absolument évidentes, mais que finalement ça a même pas vocation à être regardé par le grand public, ce sont des matchs de travail où tu as des recrues qui viennent juste d'arriver, où tu as des joueurs qui sont encore en partance, où tu as tes internationaux qui sont au repos. Et c'est surtout cette dernière catégorie qui concerne le PSG parce que vous allez voir les compositions, c'est quelque peu comique. Donc voici ce qu'a aligné Luis Enrique pour cette rencontre. Un titulaire sur les 3 de devant, aucun au milieu, aucun en défense. Donc tu as un titulaire aligné sur les 11 joueurs et le reste c'est même pas du remplaçant numéro 1. Ça vous dit à quel point c'est vraiment idiot de juger le Paris Saint-Germain sur cette performance. Et puis, s'il vous fallait une preuve supplémentaire, il y a la gestion du banc du côté de Majorque, mais également du côté du PSG, qui est quelque peu comique avec énormément de changements. 8 côté parisien, 11 côté Majorque. On notera l'exploit espagnol de gagner un match avec un mec qui s'appelle Domenech, mais même Chevalier a joué, c'est dire. J'ajoute que la pelouse était absolument immonde et ça n'a pas facilité le déroulement du match, mais il y a quand même 2-3 trucs à tirer de cette rencontre. Le premier, c'est que je continue à être sceptique concernant Zabarni. C'est un joueur qui est talentueux évidemment, mais est-ce que c'est pas une erreur de casting au Paris Saint-Germain? On le saura cette saison, ce sera la saison ou jamais, parce que là, en charnière centrale, Koukaba, j'étais en train de rechecker son nom, je m'en rappelais plus, qui est un jeune du Paris Saint-Germain, a paradoxalement fait une meilleure impression que Zabarni. J'ai envie de dire que le PSG était complètement à la rue, que ça s'est joué physiquement et qu'il va bientôt y avoir la finale européenne, donc il s'agit de rapidement se remettre au niveau, mais c'était un peu la même problématique l'année dernière. En plus, tu avais la Coupe du Monde des clubs, donc c'est un truc relativement classique. Et Beraldo, il va falloir qu'il se réveille. Je suis un grand défenseur de l'option Lucas Beraldo au milieu de terrain, mais sur ce match, c'était ni vu ni à voir. Enfin, il a tout loupé, soyons clairs. On va essayer d'oublier ce match du côté du PSG et se dire que ça va servir de base de travail et que vivement que les titulaires et les remplaçants les plus en vue soient de retour. Il est trop dark Vinicius, vous avez vu, il a supprimé toutes ses publications Instagram, on dirait Sasuke dans Naruto, ce monstre de charisme. C'est comme ça qu'on est censé réagir? Non mais dites-moi, parce que moi quand je vois un mec de 26 ans avoir la même communication sur les réseaux sociaux qu'une adolescente collégienne qui fait un caprice et qui boude un petit peu, je trouve ça extrêmement gênant. Et me dites pas, c'est pas Vinicius qui gère lui-même ses réseaux sociaux, il valide la stratégie bien évidemment, et ici la stratégie elle est tout simplement comique, parce qu'on ne parle pas simplement du fait de supprimer ses photos avec le Real Madrid. Vinicius Junior, il a supprimé sa photo de profil, enfin il a mis la photo de profil par défaut, il a supprimé sa bio, il a supprimé les stories épinglées, il fait ça en pleine période de mercato, dans une négociation serrée avec le Real Madrid, où on l'annonce potentiellement partant à Arsenal. Évidemment c'est une méthode de communication, c'est une stratégie, et moi je la trouve débile, je suis désolé de le dire, mais on dirait vraiment un adolescent attardé. Vous allez me dire, non mais Michael, regarde, tu en parles, ça veut dire que ça marche. Évidemment, tous les médias en parlent, mais Vinicius Junior, c'est un des meilleurs joueurs du monde qui va peut-être quitter le plus grand club du monde pour aller à Arsenal, qui est aussi un très très grand club, ou alors il va prolonger.
mais dans tous les cas on en parlera, il n'y a pas besoin de ce genre de communication dramatique pour ça. Non vraiment, moi je le redis, les joueurs de foot sont parfois assez exaspérants dans leur communication. Vinicius Junior vaut mieux que ça. En tout cas, moi j'ai qu'un souhait, c'est que cette affaire se règle rapidement, dans un sens comme dans l'autre, peu importe, il y aura des choses intéressantes à voir, qu'il reste au Real ou qu'il aille à Arsenal. Mais la com d'adolescent, sérieusement. Alors en fait, la stratégie mercato de Liverpool est relativement simple, c'est d'aller voir le banc du Paris Saint-Germain et de faire une offre pour chacun des joueurs, parce qu'en plus de Barcola, on annonce un intérêt pour Mbaye. Alors c'est assez intéressant de voir un petit rappel de ce que j'avais dit au moment où Romain Molina a sorti toutes les dingueries sur Mbaye, c'est que ça change rien à sa valorisation marchande. Si vous avez découvert des choses avec la vidéo de Romain Molina, croyez que les clubs professionnels n'ont rien découvert. Eux, ils étaient déjà au courant, c'est déjà eux qui traitent avec le clan du joueur. Donc finalement, toutes les dingueries qui ont pu vous surprendre, petit 1, elles sont connues dans le milieu du football, et petit 2, elles sont pas aussi inhabituelles que ce qu'on pourrait penser. Je dis pas qu'il faut le banaliser pour autant, c'est pas pour rien que le PSG s'est un petit peu éloigné de son jeune joueur, il y a des raisons réelles à ça, mais ça veut pas dire que Mbaye il est complètement grillé sur le marché des transferts. Et on a donc l'intérêt de bien des clubs, mais je dois vous avouer que pour Liverpool, je suis un peu sceptique. Pour rappel, Mbaye, il a joué cette saison au Paris Saint-Germain, mais surtout au début d'année, il aurait ensuite pu gratter plus de minutes s'il n'avait pas été à la CAN, il aurait pu gratter plus de minutes s'il n'avait pas eu cette relative mise à l'écart durant une petite période pour des raisons extrasportives, mais il a quand même pas le niveau pour être un joueur majeur dans une équipe majeure aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il n'en a pas le potentiel, ça veut juste dire qu'il faut peut-être pas griller les étapes. Et à 18 ans, pour moi, l'important pour un jeune joueur, c'est d'avoir du temps de jeu, peut-être plus que tout de suite signer le plus gros contrat possible, peut-être plus que signer dans le club le plus prestigieux possible. Donc moi je verrais d'un meilleur œil le fait qu'il aille dans un club intermédiaire et peut-être pas dans un top club dès le départ. Mais bon, on verra, de toute façon Liverpool sonde beaucoup de possibilités, on est loin de la signature, très loin concernant Barcola, mais aussi concernant Mbaye. L'Olympique de Marseille n'a plus un rond, on est en train de nous expliquer qu'ils vont devoir vendre même les chasubles de l'entraînement pour réussir à obtenir le prêt d'un joueur de Ligue 2 et financer son maigre salaire, mais en attendant il y a quand même une bonne nouvelle pour les Marseillais, seulement une, c'est Adidas qui va redevenir l'équipementier du club phocéen. Alors j'ai rien contre Puma, mais cette nouvelle elle est quand même positive pour plein de raisons. La première elle est bêtement financière, la presse nous annonce un contrat qui serait quasiment doublé, ça pourrait dire aux alentours de 40 millions d'euros par saison pour l'Olympique de Marseille, et vu la situation économique du club, ce sera pas quelque chose de négligeable. Ce sera qu'en 2028, qui sait où sera Marseille d'ici là, mais tout de même. Ensuite, l'autre bonne nouvelle, c'est le fait que Adidas c'est quand même l'équipementier historique de l'Olympique de Marseille. Même si vous adorez Puma, il y a quand même une histoire qui existe entre Marseille et Adidas. On sait que du côté de Marseille, on respecte beaucoup l'histoire du club, donc forcément, ça fait un petit peu plaisir. Et puis, si je peux y aller de ma petite opinion personnelle, je trouve que concernant les équipements club, même si j'ai pas de gros reproches à faire sur les réalisations d'Adidas pour Marseille, je trouve quand même que les réalisations de Puma pour Marseille, je trouve quand même que Adidas, justement, est au-dessus du lot en ce moment. Même quand j'essaye de dire du bien de Puma, je fais un lapsus en disant Adidas. Alors, c'est pareil, 2028-2029, c'est loin, donc ça se trouve, Adidas sera redevenu un équipementier relativement mid d'ici là. Ils n'ont pas forcément fait une Coupe du Monde exceptionnelle sur les tenues des sélections, mais voilà, je vois plutôt d'un bon œil Adidas, même si Puma, Adidas, Nike, c'est la foire à la template, on le sait, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Mais je pense que cette nouvelle fera du bien au moral des Marseillais qui en ont bien besoin justement. Vlahovic est libre de tout contrat et tout le monde s'en fout. C'est une situation assez hallucinante étant donné qu'on parle d'un joueur qui avait été acheté 85 millions d'euros il n'y a pas si longtemps, et là tu peux le faire venir librement dans ton club et pour autant le marché des transferts ne se bouscule pas pour le signer, alors même que le marché des numéros 9 est extrêmement compliqué. Je rappelle qu'un mec comme Hugo Ekitike, il a été transféré l'été dernier pour 95 millions d'euros. Alors comment on en est arrivé là ? Déjà le constat statistique pour Vlahovic, il est assez sévère. Quand on regarde l'historique de sa carrière, on se rend compte qu'il avait marqué 21 buts durant la saison 2020-2021. Ensuite, il avait marqué 20 buts en 24 matchs pour la première partie de la saison 2021, parce que pour rappel, il part en janvier 2022, mais il a jamais réussi
à reproduire de telles stats du côté de la Juventus. Pour sa défense, j'ai deux arguments. Le fait que durant cette période, la Juve n'ait pas été une équipe particulièrement dominante et le fait que ça n'ait pas non plus été une équipe particulièrement facile lorsque tu es un attaquant de pointe, mais ça n'excuse pas tout. Vlahovic aurait quand même pu avoir de meilleures performances. Alors concrètement, là cet été, il n'a toujours pas signé de contrat. Comment ça se fait? Où en est-on? Bah déjà, il faut se rendre compte que Vlahovic, il avait un salaire particulièrement important dans son contrat à la Juventus, que ça a bloqué un petit peu les possibilités de prolongation, et qu'aujourd'hui, si la Juve pourrait encore hypothétiquement le prolonger, ce serait à des montants bien inférieurs. On comprend donc que le joueur essaye d'attendre d'autres options, particulièrement des options dans des grands clubs européens, parce qu'à 26 ans, il a un peu envie d'être au sommet de l'affiche et disputer la Champions League. Le problème, c'est que le mercato des offensifs, il est un peu bloqué. T'as Ferran Torres, tu sais pas de quoi l'avenir va être fait. T'as exactement la même chose avec Julian Alvarez, même si la communication de l'Atlético Madrid est relativement ferme, et ça bloque un peu tout. Donc là, t'as Vlahovic qui joue la montre, qui se dit bon, on est que début août, il reste encore pas mal de temps, je vais voir les offres qui arrivent sur la table, mais il faut pas signer un truc trop vite parce que sur un malentendu, tu risques de louper une formidable opportunité. En tout cas, en termes de niveau de jeu, Vlahovic, il va avoir besoin de progresser, de remontrer qu'il peut être un des meilleurs pivots d'Europe, parce que pour le moment, ce qu'on envoie à la Juventus sur ces derniers mois, ça donne pas non plus envie de casser la banque pour lui offrir un gros salaire, parce que je le rappelle, joueur libre ne veut pas dire joueur gratuit, ça veut dire grosse prime à la signature, et ça veut généralement dire salaire plus important. Terminé pour le journal du jour, j'ai toujours pas tranché le sujet de l'après-midi. Bah oui, je suis désolé, c'est une semaine faite de plein de suspense, c'est une manière polie de dire que je suis absolument pas organisé et que je suis un tocard, hein. Mais bon, voilà. Hier, il y a eu la vidéo sur l'institution dans le football. C'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. J'espère que la vidéo vous a plu, mais c'est vraiment pas pire à l'heure, quoi. J'avais besoin de lâcher un petit peu mon exaspération là-dessus, mais j'ai l'impression que le monde du foot progresse quand même. Je vais pas dire que j'ai enfoncé une porte ouverte, parce que si j'ai de l'exaspération, c'est que je vois toujours cette notion être rappelée sur les réseaux par les supporters, et c'est important de dire qu'il faut calmer le fantasme, mais c'était un propos qui était relativement inaudible, le fait que l'institution c'était du gros bullshit il y a seulement quelques années. J'ai l'impression qu'on avance dans le bon sens. Bref, rendez-vous cet après-midi pour une nouvelle vidéo aux alentours de 17 h. Kiffez bien votre journée, salut.